Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le samedi 11 janvier, il est l'heure de l'info. Un important incendie s'est déclaré hier soir dans un appartement à Joinville. Nous vous éclairons sur les circonstances de ce drame. Au lac du Der, la plage de la Cornée a été remodelée pour attirer plus de touristes tout en continuant de préserver l'environnement. Nous vous proposons d'aller à la rencontre d'un collectionneur d'étiquettes de fromage. Ce Meusien en possède des milliers. En fin de journal, nous recevrons Charline Arbogast. La Meusienne a été sacrée championne de France de derby cross. Mais tout d'abord, je vous le disais, un important incendie a ravagé un appartement dans le centre-ville de Joinville hier soir. Le sinistre a fait une victime, un homme gravement brûlé. L'opération a mobilisé pas moins de 45 pompiers de Joinville, mais également des renforts venus de Baillard-sur-Marne, Chevillon et de l'état-major de Chaumont. Les détails avec Mathis Grenier, Clémentine Coppola et Antoine Regnault. Il est 21h49 lorsque l'alerte est donnée. 45 pompiers, venus de plusieurs casernes, se lancent dans une intervention d'urgence pour maîtriser un feu d'immeuble. L'incendie qui s'est déclaré dans un bâtiment du centre de Joinville se propage rapidement à travers les faux plafonds, menaçant la sécurité des habitations voisines. Après plus de 3 heures d'intenses efforts, les flammes sont enfin sous contrôle, mais le danger persiste. Cet incendie a déjà fait une victime, un homme grièvement brûlé, a été pris en charge et transporté d'urgence vers le centre des Grands Brûlés de Metz. Il aurait été sauvé in extremis par des voisins avant l'arrivée des pompiers. Heureusement, les autres habitants du bâtiment ont pu être évacués en toute sécurité. Le maire de Joinville a confirmé que des mesures étaient prises pour reloger une famille voisine dont la maison était endommagée, tandis que les autorités renforcent la sécurité sur les lieux. Durant le mois de décembre, le syndicat du Der a entrepris des travaux pour remodeler la plage de la Cornée. Depuis 2020, des modifications sont réalisées sur les différentes plages du lac. L'objectif est de continuer à sauvegarder l'environnement du lac tout en rendant les plages plus accueillantes aux touristes. Un reportage de Léo Martin. La plage de la Cornée s'est revêtue de son sable. En décembre dernier, des travaux de réfection ont été entrepris. Sur cette plage, le sable a été enlevé, traité et de nouveau déposé. L'objectif de ce changement est de retirer les argiles. L'objectif du lac, comme tout le monde le sait, c'est de pouvoir accueillir les crues. Donc en période de crue hivernale, la plage disparaît sous les eaux. Plein de limons et d'impuretés s'accumulent d'année en année. Donc l'objectif est justement de retirer toutes ces impuretés. L'intérêt de rénover toutes ces plages sur un programme annuel, donc une plage par an, pour pouvoir permettre d'accueillir les touristes et les baigneurs dans des conditions d'hygiène, de salubrité et de confort optimales. 2 grammages différents ont été utilisés. Après ces bouées rouges, du sable avec une épaisseur plus importante a été placé. Le but, c'est que le lac n'érode pas la plage et conserve le sable fin placé en amont. Le coût des travaux s'élève à 165 000 €. Un peu plus loin, l'aire de jeu a été touchée par les différentes pluies. Un nouveau système de drainage doit être mis en place. Des travaux vont être entrepris. Les travaux consistent à poser des canalisations en parallèle pour capter les eaux, les eaux de pluie et les renvoyer vers la forêt un petit peu plus loin. Si l'aire de jeu est constamment remplie de flaques d'eau et dans la boue, c'est pas du tout un accueil optimal des enfants et des touristes qui veulent profiter de la plage. Plusieurs plages ont subi le même type de travaux, comme la plage de Giffaumont, Nuisements ou encore Braucourt. À long terme, toutes les plages du lac du Der seront traitées. Savez-vous ce qu'est un tyro-sémiophile? C'est un collectionneur d'étiquettes de fromage. En France, il en existe 500 et dans la Meuse, seulement 7. Léo Martin est allé à la rencontre de l'un d'entre eux, Bernard Wagner. Passionné depuis plus de 60 ans par ces étiquettes d'antan, il en possède plus de 7000 uniquement pour les fromageries meusiennes. Regardez. Tous les Meusiens qui ont plus de 50 ans ont mangé du fromage de Petit Pâtre. Parce qu'il était très renommé à l'époque. Des milliers d'étiquettes de fromage meusien, ce n'est pas un musée, mais bien chez un collectionneur. Bernard en possède plus de 7000. Dans ses classeurs, des trésors, des pièces rares, chaque étiquette a son histoire. Une vie que le collectionneur tente de retracer. Déjà dès l'âge de 16 ans, j'étais déjà attiré par les étiquettes. Quand j'ai travaillé à la fromagerie, je voyais ces étiquettes-là sur les fromages, je disais tiens,
c'est beau, il y a un beau graphisme, ça veut dire quelque chose. Et puis après, je m'ai dit, ben, s'ils mettent ces étiquettes-là, ça veut sans doute dire quelque chose. Depuis sa retraite en 2003, il a parcouru le territoire meusien pour comprendre l'histoire de chaque fromagerie. En 1900, il y en avait 221. Aujourd'hui, il n'en reste que 6. Ce travail, il le fait depuis plus de 20 ans. Bernard ne compte pas s'arrêter. Il est le gardien du fromage meusien. Ouais, c'est un honneur, quoi, hein, finalement, d'avoir aujourd'hui, d'avoir accumulé toutes ces étiquettes-là, et puis d'avoir parcouru là, tous ces villages où il y avait une fromagerie pour connaître l'historique de toutes ces fromageries. J'en ai questionné des gens. Ça m'a fait énormément de recherches, et puis j'y ai passé beaucoup de temps, bien sûr. Pour continuer d'agrandir sa collection, Bernard se rend à des bourses d'échange avec d'autres passionnés pour partager et trouver des étiquettes qu'il ne possède pas encore. Pour lui, un vrai collectionneur sait surtout reconnaître d'où vient le label si celle-ci ne présente aucune inscription. Sa plus vieille étiquette date de 1879, une des plus compliquées à trouver, mais ce n'est pas la seule. Elle est très très dure à trouver. Moi je l'ai trouvée parce que j'ai travaillé, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, dans cette laiterie, et ils en avaient gardé quelques exemplaires dans les archives. C'est là que j'ai pu en récupérer une. Aujourd'hui, le design d'une étiquette de fromage est bien différente. Bernard est nostalgique. Regardez voir encore une fois les étiquettes de camembert qu'on a fait de la fromagerie de Maison du Val. Imaginez une étiquette comme ça sur la table aujourd'hui des gens. Ce qui n'existe plus, bien sûr. Notre-Dame de Valmy, le moulin de Valmy. Il y avait de la recherche dans toutes ces étiquettes. Ah ben aujourd'hui, il n'y a plus que... C'est la grosse consommation, quoi. Il n'y a plus de recherche dans les étiquettes. Hein, il faut vendre à tout prix, c'est tout, quoi. Le passionné chine sans cesse. Il est toujours à la recherche de nouvelles étiquettes. Ça m'apporte beaucoup de bonheur et puis ça m'occupe bien et puis ça me permet à 80 ans de garder la forme à cause de ça. Sur les réseaux sociaux, il partage sa passion avec des centaines de personnes. Et cette collection, sa femme l'apprécie tout autant. Ma femme, elle pense que de collectionner les étiquettes de fromage, c'est une collection qui est saine et puis qui est vraiment intéressante. Et puis, lorsque je me rends dans les villages et tout, elle se rend bien compte que je rends service à tous ces gens-là qui existent encore et puis qui ont connu ces fromages-là, donc ils sont contents de revoir toutes ces étiquettes-là, tous ces fromages-là qu'ils ont fabriqués. Cette année, il a prévu de se rendre dans différentes expositions pour montrer sa collection. À l'avenir, son fils va continuer son héritage. Je reçois ce soir Charline Arbogast, vous êtes meusienne, vous avez été sacrée championne de France de derby cross à Fontainebleau en octobre dernier. Bonsoir Charline. Bonsoir. Est-ce que c'était une surprise pour vous d'être sacrée championne de France ? Tout à fait, on ne va pas se le cacher, les choses avaient très mal commencé, on va dire, même avant ce championnat. Tolkien a déclaré un abcès à un sabot au postérieur 2 semaines avant le départ. Donc je ne savais même pas si j'allais pouvoir participer, ça s'est vraiment joué au dernier moment. Et finalement, je l'ai trouvé en pleine forme, donc tout s'est bien passé et on a pu décrocher ce titre. C'était, comme vous l'expliquiez, c'était pas gagné d'avance, pardon. Vous avez eu aussi un autre problème au tout début de l'épreuve. Oui. En plus, un petit souci de chrono qui ne m'était jamais arrivé jusqu'alors. Donc, en fait, c'est une épreuve qui est chronométrée. On doit se repérer grâce à un chrono à notre poignet. Et donc, moi, au moment de partir, en plus, Tolkien est toujours vraiment très motivé. En général, il se jette en dehors de la boîte de départ. Et j'ai dû faire un faux mouvement. J'ai éteint mon chrono juste après l'avoir allumé. Donc, je n'avais plus le temps. Donc je me suis un petit peu énervée pour essayer de le remettre en route et ça m'a pris un petit peu de temps, j'ai perdu une trentaine de secondes, donc voilà, ça a un petit peu compromis aussi mon tour, on va dire, parce qu'il faut arriver très proche du temps optimal qui était de 2,26 et sans chrono, c'est un petit peu difficile quand même. Est-ce que vous pouvez expliquer justement cette épreuve de derby cross? Il y a des obstacles mobiles mais aussi fixes. Donc on va dire que le derby cross, c'est une discipline qui se rapproche du test de cross-country de l'épreuve de concours complet qu'on a vu cet été à l'occasion des Jeux Olympiques à Versailles. Donc effectivement, ça se court sur herbe.
on a des obstacles à franchir qui sont fixes et mobiles. Donc les fixes, on va dire que ce sont des coffres en bois, des haies. Les mobiles, ce sont des obstacles tels qu'on les connaît, des barres sur des chandeliers qui peuvent tomber. Et donc on a un temps imparti dont il faut être le plus proche pour ne pas avoir de pénalité de temps et bien sûr pour ne pas avoir de pénalité aux obstacles, il ne faut pas faire tomber les barres mobiles, que le cheval ne passe pas à côté des obstacles et qu'il ne s'arrête pas devant. Et d'où l'importance de connaître son temps et d'avoir son chronomètre aussi, voilà. qui fonctionne, ça aide. L'équitation et en particulier votre domaine, le derby cross, il faut avoir un lien très fort avec sa monture, dans votre cas Tolkien. Ah bah oui, moi c'est vrai que mon cheval, c'est vraiment comme un membre de ma famille, on va dire. On est parti de rien parce que je l'ai eu, j'avais tout juste 19 ans déjà. Je lui ai tout appris en fait. On est parti de zéro. Même moi, il y a des choses que j'avais jamais faites avant. J'avais jamais participé à des concours. Donc on a tout découvert ensemble. On s'est construit l'un et l'autre pour en arriver finalement à décrocher ce titre. Donc c'est vrai que c'est quand même une belle réussite. Vous vous décrivez souvent comme un petit peu à part dans l'équitation. Vous n'avez pas de coach, par exemple, contrairement à vos concurrents. Moi, je suis pas le bon exemple, non. J'ai pas de coach. J'ai un entraînement qui est un peu spécial aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui s'entraînent en carrière, qui ont un programme très strict à respecter, qui font notamment aussi du saut d'obstacle à la maison pour préparer leur championnat. Moi, je ne fais rien de tout ça. En fait, je ne fais que de l'extérieur, donc des trottings, des gallopings en forêt, pour entretenir le cardio de mon cheval, parce que pour moi, l'essentiel, c'est de ne pas le mettre dans le rouge, en fait, quand je concours. Mais au-delà de ça, je pars du principe que, voilà, à 18 ans maintenant, il connaît son boulot et que j'ai pas besoin de m'entraîner particulièrement. Et la preuve que ça marche. L'équitation, c'est aussi un sport coûteux. Ça représente, j'imagine, pour vous une somme par mois. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous faites pour continuer à exercer cette passion ? C'est vrai que c'est vraiment très très onéreux l'équitation, surtout les soins en fait qui tournent autour du cheval. Moi, on va dire que j'ai un budget d'à peu près 650 € par mois pour uniquement l'entretien de mes chevaux, sans parler des concours, etc. Donc oui, ça implique d'ailleurs d'avoir quand même un métier qui apporte une solidité financière, on va dire, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, parce que sinon ce ne serait pas possible. Et je pense que ce serait vraiment très frustrant de me dire que demain, si mon cheval a un souci de santé, je ne suis pas capable en fait d'y subvenir. Vos chevaux, vos deux chevaux, parce que vous en avez deux, vous avez Tolkien et aussi un Melchior, un Melchior qui a 3 ans, qui va prendre la relève petit à petit de Tolkien. Exactement, ça y est, on y est. Je l'ai eu, il avait tout juste 6 mois et ça me paraissait vraiment loin. Je me disais, bon, je ne suis pas prête de le monter quand même. Et au final, ça y est, on y est, c'est l'année des 3 ans, donc c'est l'année où on va pouvoir commencer à lui apprendre à avoir un cavalier sur le dos. Donc voilà, j'espère que ce sera la digne relève de Tolkien. Et c'est bien parti. vous l'expliquez, ça vous demande, c'est coûteux d'avoir 2 chevaux, mais ça vous demande aussi beaucoup de temps. Il faut être à leur chevet, il faut les visiter 1, 2, 3 fois par jour. C'est vrai que moi, il y a eu des moments où il fallait que j'y aille 3 fois par jour pour assurer les soins, notamment quand Tolkien a eu donc son abcès là au mois d'octobre. Donc matin, midi et soir. Donc le matin, on y va avant d'aller au travail. Le midi, on y va pendant la pause déj et on ne mange pas. Et le soir, il faut encore y aller quand on quitte le travail. Donc oui, c'est beaucoup de concessions, ça c'est sûr. Mais c'est une vraie passion. Oui. C'est le principe de la passion, je pense que c'est un peu déraisonné parfois. Ce titre de championne de France, c'est un peu la consécration de tout ce que vous avez pu faire de ces 10-15 années de carrière ? Oui, c'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout. Encore une fois, ça a été vraiment la grande surprise, mais maintenant je me dis que la boucle est bouclée en fait. Je ne peux rien espérer de plus qu'un titre de champion de France, donc c'est formidable. Votre prochain objectif, est-ce que vous en avez un ? Est-ce que vous vous êtes déjà fixé un autre objectif ? On va dire que l'objectif, ce serait de réussir à faire la même chose avec Melchior, avec la relève. Pour Tolkien, non, je m'en fixe plus spécialement parce que il a quand même 18 ans, donc on va dire qu'il est plus proche de la fin au niveau de sa carrière sportive que du début. Donc pour l'instant, non, je vais surtout être à son écoute, voir quelle forme il a, s'il a encore la motivation aussi. Donc je ne suis pas encore sûre de ce que je vais faire cette saison et on verra. Ce titre de championne de France, il clôture un peu toute cette aventure avec Tolkien. Oui. Ça termine en beauté. Exactement, votre ça termine en beauté, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025 ? Est-ce que vous allez remettre votre titre en jeu ? Est-ce que ça va être un peu plus calme cette année ? Alors on va me souhaiter surtout, à moi et mes chevaux, la santé. Je pense que c'est le principal. On sait que les chevaux sont des animaux très fragiles qui ont souvent quelque chose. Donc on va espérer que tout aille bien cette année. Et puis sur le plan sportif, ma foi, oui, je vais certainement commencer la saison au mois d'avril avec Tolkien. Et puis voilà, selon sa forme, selon sa motivation, on verra jusqu'où ça nous mène. Et peut-être que je reparticiperai au championnat de France si tout va bien. Est-ce que cette année, avec les Jeux Olympiques, est-ce que vous avez vu un effet JO dans l'équitation ? Non, parce que moi, je ne fais pas partie en fait d'un centre équestre. Je suis dans une pension privée, donc on n'a pas forcément de
d'inscrits, de licenciés qui viennent monter dans notre écurie. Donc je ne l'ai pas vu moi à mon niveau, mais je pense que ça a eu des effets très positifs parce que Versailles notamment, c'était quand même des images absolument incroyables. Je pense qu'on fera jamais mieux que Versailles d'ailleurs, j'ose le dire. Donc ouais, je pense que ça a très bien vendu notre sport. Très bien, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau, Merci Charline, et puis on vous souhaite une bonne saison. Merci beaucoup. C'est la fin de votre journal, merci de nous avoir suivis. Demain midi, vous retrouverez Cyril Viguier pour le Grand JT des Territoires. Excellente soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.